Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Brief ce matin parce qu'il faut qu'on fasse un petit point sur les taux. Ça fait sujet à débat, etc. Donc est-ce que la Fed behind the curve, etc. Bon, comme d'hab, tout un tas de blabla stupide autour de ce truc-là. Personne ne détient la vérité, donc quitte à ne pas savoir, autant regarder vos graphiques. Pas avoir peur de faire une connerie, comme d'hab, le trading, c'est pas de lire la future, mais juste de gérer ses risques. Donc bref, eh ben, autant regarder un graphique au lieu de parler. Donc on est dans la zone d'arrivée, donc c'est pour ça que je vous en parle. On arrive sur la grosse trendline de moyen terme, 2,50, et si vous aviez suivi, je vous avais parlé de ranger dans la zone de 2,50 à l'époque. Avec l'incertitude quant au rythme de marché pour les obtenir. Bon, bah, force est de constater que tout comme, évidemment, l'ensemble des marchés qui ont fait couler de l'encre dans ces 2 dernières années, bah, on ne manque pas à l'appel. Tout comme le pétrole qui s'est envoyé un gros n'importe quoi spéculatif en allant chercher des niveaux débiles et avec, encore une fois, une gestion du risque débile, c'est-à-dire ça monte n'importe comment, on va éclater toutes les bornes de volat pour chercher le maximum de conneries. Donc bref, on ne cherche plus vraiment la valeur des choses, on cherche plutôt à décaler les prix de façon stupide jusqu'à trouver des extrêmes. Donc ça, c'est la dynamique de prix qu'on a vue et qui s'est répétée sur un nombre incalculable d'actifs, l'euro-dollar, les taux, le pétrole, je ne parle même pas du gaz naturel, etc. Donc on a tout un tas de marchés tellement mis sous pression catalysante et sur cette base inflationniste que, bon, clairement aujourd'hui, le prix, c'est devenu un territoire de guerre. La vraie guerre, elle se passe dans le territoire économique, sur cette guerre de prix qu'on peut avoir. Donc, eh ben, les taux, assez surprenants, je pensais clairement pas que ce soit le cas, mais bah, c'est la même connerie, et on en a donc aujourd'hui les preuves devant nous, puisque donc, bah, on a eu mise à jour des contextes hebdomadaires, hein, d'accord, donc au changement de trimestre, et voilà ce qu'on en voit, donc clôture très très loin des zones de valeur. Bref, bah, comme d'hab, on a fait quoi? N'importe quoi. On a traversé en ligne droite toutes les zones. Je vous avais dit à l'époque que je plaidais pas nécessairement pour une sortie immédiate de cette zone-là, hein, mais peut-être donc de passer du temps à faire un pullback avant d'aller atteindre la zone des 2,50 et de ranger donc dans la partie supérieure. Bon, bah, comme d'hab, je me suis bien planté sur le rythme, hein, les zones de prix sont bien traitées, mais elles sont traitées n'importe comment, c'est-à-dire on va chercher tout de suite les 2,50. Ah mon Dieu, ça y est, c'est la panique, la Fed va nous sortir des 50 points de base, en plus elle réduit son bilan, c'est vraiment la catastrophe. Donc bref, on est sous la trendline de moyen terme, donc on est venu frapper en one shot les contextes mensuels, et on voit donc qu'en termes de gestion du risque, hein, cette zone-là se fait complètement transpercer. On voit que le canal de tendance, c'est tout de suite comme si on était en tendance haussière, en fait. Alors qu'on est objectivement dans une tendance baissière de très long terme sur les taux, on est encore sous les moyennes et les contextes sont toujours orientés à la baisse. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est que la zone de valeur actuelle, hein, en mensuel, qui est donc pricée, on va dire aujourd'hui plutôt autour d'un 25, on lui dit goodbye. Donc là, c'est bien ce que j'avais défendu à l'époque. On a trouvé un point bas très très long terme sur les taux. Bref, le Covid, ça a mis fin à la bulle de dette, enfin à la bulle de dette, au schéma d'endettement perpétuel qu'on connaissait. Il fallait sortir de ce modèle. Et ben, on est allé chercher un paroxysme de taux réels négatifs, ou en tout cas proche d'eux. Euh, donc voilà, un endettement massif, conjoncturel, pardon. Donc bah, le Covid, hein, il fallait bien trouver de l'argent quelque part et il fallait pas qu'il soit associé à des trop gros taux d'intérêt. Maintenant, bah, qu'on a géré ça, qu'on a imprimé des quantités astronomiques de pognon, surtout aux États-Unis, que cet argent a été distribué absolument n'importe comment et que, bah, évidemment, on va en payer les conséquences via l'inflation, etc. Et bien, c'est là où on se pose la question, donc, de bah, maintenant qu'il faut resserrer la vis, est-ce que ça va pas péter l'économie? Bon, alors on l'a dit, est-ce que ça va péter l'économie? Ben non, mais par contre, est-ce que ça va changer la mécanique d'investissement? Bah oui, c'est-à-dire qu'on va enfin rééquilibrer le marché hors de ce schéma de TINA, il n'y a pas d'alternative, il faut acheter des actions, profit de l'actionnaire obligatoire, puisque c'est le seul endroit où peuvent se trouver des mécanismes de rendement sans trop de risques. Bon, bah ça, c'est plus le cas. Donc clairement, la Fed sortant des contrats de taux, les taux vont devoir remonter, les taux de base, d'accord, les taux de référence sur le 10 ans, etc., vont forcément devoir remonter. Ça va forcément foutre la merde dans la courbe de taux. Donc on a revu l'inversion de la courbe de 10 ans, ça a fait parler tout un tas de connos, mais il faut bien qu'on reste assez rationnel, d'accord. L'inversion de la courbe de taux qu'on a connue en 2019,
On est toujours dedans, en fait. C'est toujours le même cycle d'inversion qui traduit ni plus ni moins, justement ici, qu'une récession va arriver. Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà eu, la récession. On parle de récession économique, c'était le Covid. Donc là, en fait, ce qu'on mange aujourd'hui, c'est pas la récession économique. C'est le risque d'avoir les effets économiques qu'on a empêchés avec l'injection monétaire. C'est ça qu'on craint aujourd'hui. C'est que la crise économique qu'on a connue pendant le Covid, la vraie récession, la réduction des capacités de production des entreprises, etc. Bon, ça, c'était dû à des effets conjoncturels. On a vraiment eu une récession économique à ce moment-là. Mais on n'a pas eu le problème économique derrière, le problème financier derrière. Donc, la grande question du moment, c'est est-ce que la crise financière nous pend au nez ? Bon, moi, vous connaissez mon avis personnel, je pense clairement que non, dû à tout un tas d'arguments qui sont assez fallacieusement distribués partout, c'est-à-dire le fait de remonter les taux d'intérêt, ça va créer une récession, etc. Bon, donc du coup, tout le monde scrute les conneries type les minutes de la Fed hier pour savoir s'ils ont parlé de récession ou pas, etc. Et de savoir de quel rythme, donc, ils vont nous remonter les taux pour savoir s'ils vont nous péter l'économie ou pas. Bon, c'est stupide, on en a déjà parlé de maintes fois, c'est-à-dire que ce qu'on prend, nous, toujours, au lieu de regarder le blabla théorique qui se met autour de ces trucs-là, c'est plutôt on regarde des métriques. Le métrique que je vous avais mis en place, alors je vais juste supprimer ça pour qu'on y voit plus clair, voilà. C'est vraiment, on avait dit, il faut regarder ce référentiel que j'ai mis en place, qui est un référentiel de taux 3 mois, 2 ans. Donc là, on est beaucoup plus sensible quant au réel risque financier. Ou en tout cas, ici, ce qu'on regarde, c'est la qualité du monde financier. Et on le met en référence par rapport à un 10 ans pour avoir cette notion cyclique. Donc on regarde le comportement des différentiels de taux plus court terme par rapport à un référentiel de long terme. Ça nous permet d'avoir une forme d'oscillateur. Qui n'est pas bornée, mais on voit que ces bornes quand même se forment. Alors elles sont un peu en forme d'écartement, mais ce qu'on y voit ici, en fait, c'est la qualité des conditions financières. On l'avait dit et j'avais fait toute une vidéo là-dessus. Si vous voulez la revoir, je crois que c'est dans les vidéos de Forecast 2022, publiées à peu près au début de l'année. Donc bref, ce qu'on y voit ici, c'est qu'on a des conditions financières exceptionnelles. On n'a jamais vu ça, en fait. Sur le court terme, les injections monétaires ont apporté une qualité de financement hors norme. Le problème, c'est que cet argent n'est plus très productif aujourd'hui. Il est surtout spéculatif et il permet d'entretenir ce qu'on a vu, les boîtes zombies, etc., tout un tas de conneries aux États-Unis qui font qu'il y a du capital non productif qui est immobilisé et qui sert principalement à faire survivre des entreprises qui n'ont aucun avenir. Donc très compliqué. Et évidemment, donc, tout ce délire derrière de surspéculation avec des gens qui achètent des boîtes à la con pour des raisons franchement assez opaques. Donc voilà, donc surspéculation, mauvaise allocation du capital, etc., etc. Voilà tout ce qu'a causé en fait cet amas de pognon qui servait à rien. Enfin, qui servait à rien, qui s'est très mal investi. En tout cas, c'est les effets collatéraux négatifs de ces capacités de financement, d'endettement, hors normes et jamais vus depuis des décennies. Donc, ce qu'on va avoir, on l'a dit, c'est une normalisation. Cette normalisation, elle ne va pas détruire l'économie. C'est stupide de penser ça. C'est juste de comprendre que les phases de normalisation, elles ont une composante cyclique qu'on avait étudiée dès lors, d'ailleurs, dans cette vidéo, et de comprendre que la première des choses qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelait le retour à la moyenne. Qu'on aurait probablement derrière de nouveau une structure d'affaiblissement des marchés, donc une amélioration des conditions financières par un soutien. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est un retour à la moyenne, puis une nouvelle dégradation des conditions économiques qui devrait normalement se traduire par de nouveau un assouplissement monétaire. Cet assouplissement monétaire, étant donc plus maîtrisé que le premier, parce qu'on est limité, devrait normalement après nous mener à une détérioration des conditions financières malgré le soutien monétaire. Donc, bien de comprendre que ce qu'on devrait avoir dans les prochaines années, c'est une normalisation, puis un nouvel écrasement, c'est-à-dire de nouveau revenir sur des conditions financières un peu plus favorables, et après, évidemment, la détérioration dans laquelle, malgré les soutiens monétaires, on ne pourra rien faire. C'est vraiment là, on aura une détérioration de l'économie. La prochaine crise commencera à pointer le bout de son nez. Mais ce qu'on a vu, c'est que ça se produit aussi toujours en deux cycles. C'est-à-dire qu'on a détérioration des conditions financières, mise en place de méthodes de secours pour essayer de sauver le bordel, on repasse encore une fois par les valeurs médianes, et c'est lors du deuxième mouvement, généralement très rapide, et on voit que ces cycles vont de plus en plus vite, que là, pour le coup, on obtient la dégradation des conditions financières qui crée des conditions systémiques. Donc soit déclenchées par des facteurs externes, comme on avait vu sur le Covid ici, mais on va dire que la situation technique était déjà favorable à un cataclysme. Donc ce cycle-là, c'est bien de comprendre que si on doit remanger une crise d'ordre financier, c'est-à-dire liée aux capacités de financement
et aux distributions du capital via les marchés financiers, perso, j'ai des éléments factuels devant les yeux qui m'invitent à ne pas du tout plaider en ce sens. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas, on ne lit pas l'avenir, mais on réduit les risques. Donc pour moi, personnellement, ici, tout tente à penser que ce qu'on va avoir, c'est un retour à la normale des conditions financières, totalement normal, dû à l'extrême folie de l'assouplissement monétaire qu'on a connu dernièrement. Et ça, tout le monde se dit, du coup, comme on change le momentum, c'est qu'on va se péter la gueule. Je reviens souvent sur cette image, il faut que vous compreniez et que vraiment vous arriviez à le voir comme ça. Le momentum, c'est une perception, d'accord? Et l'élément que je prends souvent, c'est celui de la traversée d'un col. C'est donc de dire, là, on a eu une telle amélioration des conditions financières due à un soutien extrêmement furieux et hors norme, d'accord? Vraiment, on a imprimé des quantités de pognon astronomiques. Mais on n'est pas du tout au sommet. C'est juste de dire que ce qu'on voit ici, c'est le ralentissement. C'est-à-dire que si on prend la dérivée première, d'accord, donc le rythme de croissance, le rate of change, ce qu'on va y obtenir ici, en fait, c'est un facteur ici d'accélération, et ici, effectivement, l'accélération se réduit, d'accord, le rythme de croissance se réduit. Il faut donc bien comprendre ce schéma-là. C'est-à-dire que la dérivée première est plus sensible. Donc là, en fait, on arrive au moment où la dérivée première, le rate of change, commence à rebaisser. Autrement dit, le rythme de croissance se ralentit. Ça ne veut pas dire que la courbe baisse, ça veut juste dire que le rythme de croissance ralentit. Et comme les marchés sont supposés principalement pricer les dérivées premières, dues à l'anticipation, tout le monde se pose la question, est-ce que les marchés financiers vont se péter la gueule? Moi, je pense que c'est là que se trouve l'erreur de compréhension. Les marchés ne sont pas là pour pricer les mauvaises choses. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est la mécanique de base du marché financier, la répartition des mécanismes de création de richesse, d'accord? Donc combien on valorise les entreprises par rapport à la richesse qu'elles créent et comment on distribue l'argent via le mécanisme de la dette pour les capacités productives. C'est vraiment les deux mondes. Et là, on a ces deux mondes donc, qui se sont complètement battus ces dernières années de façon totalement asymétrique dû au soutien de la Fed. Clairement, la Fed, elle a fait le fameux TINA, c'est-à-dire que toute cette thune, au lieu de financer de la dette, puisque tout simplement les taux d'intérêt étaient tellement bas, cette thune est allée tout simplement financer des market cap. Donc la question, c'est est-ce que les market cap aujourd'hui sont justifiés? Je pense que c'est là où le marché fait son travail. Il anticipe via les dérivées premières. C'est-à-dire que les marchés sont là aujourd'hui, alors que concrètement, les valorisations actuelles des entreprises sont plus bas. Donc ce qu'on risque, c'est un pullback. Ça oui. Mais c'est de comprendre que le marché a probablement correctement anticipé les valorisations d'entreprises. Ces valorisations sont juste à venir. Quand on parle de PER, on parle d'anticipation sur les profits à venir. Ça ne veut pas dire que le ralentissement de la croissance des bénéfices traduise de l'arrivée d'une récession. Autrement, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on arrive sur la phase de plateau. Le rythme de croissance va se ralentir, oui, mais les profits ne vont pas forcément disparaître. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va mettre du temps maintenant à y arriver, et ce qu'on va obtenir probablement sur les mécaniques de prix, c'est ça, c'est-à-dire une forme de plateau, dans lequel les anticipations vont devoir converger avec la réalité. Mais avant d'entamer la baisse, il s'agit également de comprendre que les marchés n'anticipent normalement jamais les baisses. Ils s'y confrontent souvent difficilement, évidemment, mais avant la vraie baisse des rentabilités des entreprises, je pense qu'il faudra encore pas mal d'années. Voilà le mécanisme. Bref, en tout cas, là où on en est aujourd'hui, et comme on l'avait vu, le résultat que ça risque de produire sur les marchés financiers, c'est que le rythme de croissance va s'arrêter. Bref, autrement dit, les marchés battent des records sur records, etc. Tout ça, ça va probablement s'arrêter. Ça, là, c'est fini. D'accord? Ce rythme-là, c'est n'importe quoi. Ce qu'on risque d'obtenir au mieux maintenant, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on a dit. Pensez à cette montagne. La perception humaine est stupide puisque nous n'y voyons que les rythmes de croissance. Le fait que ça ralentit fait que les gens ont déjà la sensation qu'on baisse. Et rappelez-vous donc, ce rate of change fait que, en soi, ici, on a été tellement habitué à monter que le ralentissement de la pente nous laisse en sensation le fait qu'on est déjà en train de descendre, alors que c'est complètement faux. La perception est faussée. Et quand vous passez sur un col, si vous avez réellement monté souvent, vous vous rendrez compte qu'il y a un moment donné où en soi, vous avez une perception déjà d'être en train de descendre, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression que les marchés vont baisser parce que ça ralentit. Mais c'est faux. Les marchés n'anticipent jamais les baisses. Ils s'y confrontent souvent violemment d'ailleurs, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas en train de baisser. Et que ça, il n'y a pas grand monde qui le comprend. Il y a énormément d'entreprises qui réalisent encore des profits. Ça ne veut pas dire
que le rythme de croissance de leurs profits vont pouvoir continuer de monter. Ça, c'est pas le cas. Mais ça ne veut pas dire que ces entreprises vont commencer à faire des pertes. Ça veut juste dire que les profits de ces entreprises vont probablement atteindre une phase de plateau, ou en tout cas une légère phase de contraction des bénéfices, tout en restant des entreprises profitables. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc faire très très attention. Le marché n'anticipera pas la baisse, ou alors vraiment quand il faudra commencer à s'y mettre en place. Ce que les marchés aujourd'hui vont anticiper, c'est la neutralisation des processus de croissance économique, le ralentissement. Mais comme on a de l'inflation derrière, et que ça, ce n'est pas les hausses de taux de 1 à 2% qui vont changer quoi que ce soit. Si vous voulez caper l'inflation, il faut que les taux d'intérêt soient supérieurs à l'inflation. Ce qui n'est pas le cas. Donc on réduira probablement pas l'inflation. CQFD, toujours, pour moi, je privilégie ce mécanisme stagflationniste. Autrement dit, inflation et réduction de la croissance avec augmentation des taux progressifs. Et bien, si on a ça, et ben, le problème, c'est qu'il faut toujours que les prix de marché continuent de monter. La hausse des prix, d'accord, diminue les capacités productives des entreprises, ça augmente leurs charges, etc. On va augmenter la charge de la dette également, mais ça ne veut pas dire que ces entreprises ne génèrent pas plus de profits. Elles vont vendre leurs produits plus cher, c'est l'inflation. Donc les marges vont être réduites, ce qui va ralentir les rythmes de croissance, très clairement, voire les annuler, c'est-à-dire plus de croissance sur les bénéfices, mais des bénéfices. Et ça, il faut que vous le compreniez. Les bénéfices doivent être valorisés dans les market cap. Donc il s'agit de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce délire-là de bear, etc., c'est dû au contexte de ralentissement, c'est une perception assez fausse de la réalité économique des entreprises aujourd'hui. Oui, il y a des entreprises zombies et tout n'est clairement pas tout blanc. Mais il ne faut pas tout jeter. D'accord ? Il y a plein de choses aujourd'hui qui ne sont pas si négatives que ça. Donc attention aux perceptions émotives des marchés, attention une fois encore à la méconnaissance des mécanismes financiers et de pricing, et juste comprendre que ce qui a le plus de chances de se produire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tirer des bénéfices sur un indice, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir tirer la merde de ce qui peut réellement produire des choses, il va falloir tirer de la croissance, puisqu'il y en aura, et il ne faut pas vous tromper là-dedans. On ne parle pas d'un marché en récession, absolument pas. Et ceux qui sortent aujourd'hui ces arguments récessionnaires sont franchement assez fallacieux. Donc il faut faire attention. Les éléments factuels devant nous sont ceux d'un durcissement des conditions financières qui était exceptionnellement favorable. Donc on n'est pas non plus, encore une fois, dans un positionnement hawkish de la Fed. C'est de dire qu'on a été tellement dovish qu'il va falloir revenir à la normale. Et ça, c'est un discours réaliste. Donc, je pense qu'il va falloir que vous compreniez que les graphiques sont en train de montrer ça. Ce qu'on voit sur les taux à 10 ans ici, c'est que le marché anticipe clairement que les taux vont devoir remonter, que la Fed le fasse ou non. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant que ce soit traduit par des actes. Ce que traduit cette hausse ici, c'est que le marché anticipe que de toute façon la Fed doit le faire. Mais le marché anticipe. Donc attention encore une fois à ce que ces anticipations soient traduites par des actions. Maintenant que nous sommes tablés sur du 2,50, il va falloir attendre que la Fed arrive au moins déjà à 1%. Et toujours à 0,50, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Donc attention encore une fois à la formation de ces ranges. Mais pourquoi je vous fais cette émission ce matin ? Parce que tout comme sur le pétrole, j'ai cette vieille musique qui m'arrive dans le fond de la tête qui me dit « Oh putain, ils sont en train de faire n'importe quoi ». On arrive sur les valorisations moyennes, hein, je vous le remets. Et je me dis, aïe, 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 c'est justement là que les excès peuvent se produire. Et je vois les cassures de prix, et je vois qu'on est en cycle haussier, et qu'on a un momentum de crétin. Donc je me dis, attention quand même dans les prochains mois à ce qu'on ne cherche pas à nous faire comme le pétrole. C'est-à-dire, on va tout éclater, on monte à 3,50 pour une raison que j'ignore. Avec la rhétorique guerrière actuellement vue, ou en tout cas communiquée par la Fed. Mais grosso merdo, hein, tout ce qu'on a ici, c'est qu'on pourrait aller taper ce genre de trendline juste pour faire du bruit et revenir de toute façon vers les moyennes. Tout comme le pétrole devrait probablement faire ce genre de truc. Mais donc bien de comprendre que oui, on va probablement pour la première fois depuis des décennies repasser au-dessus de moyennes de très long terme, mais que pour l'instant, en soi, c'est pas nécessairement une raison d'être dramaturge. Il faut comprendre que à quoi on va assister, c'est un rééquilibrage des mécanismes. Donc oui, il y a probablement beaucoup de capital qui était dans des entreprises complètement pourries avec de la dette de merde, qui va devoir malheureusement en sortir. Et ça causera probablement des faillites. Mais il faut bien comprendre que ces entreprises devaient mourir. Elles ne produisent pas de bénéfices depuis plusieurs années et elles sont entretenues par une charge de dette inégalitaire qui est proche de niveaux complètement fous furieux. Bref, on a des boîtes qui s'endettent pour survivre alors qu'elles ne produisent rien depuis des années. Ce qui n'a rien à voir avec des boîtes qui s'endettent pour produire de la croissance demain. N'oublions pas que toute croissance est financée par de la dette.
Donc la dette, c'est pas mauvais, c'est juste de comprendre qu'il y a différentes choses. Il ne faut pas faire d'amalgame. Toute la dette n'est pas mauvaise, et les utilisations qui sont faites de la dette, certaines sont très mauvaises. Je ne parle pas des boîtes qui se sont endettées pour racheter des actions, hein. Ça c'est vraiment le pire de tout. Mais il faut produire de la croissance, il faut produire de la dette pour de la croissance. Les entreprises ne peuvent pas se financer pour produire, pour avoir des capacités productives autrement que par la dette. C'est très compliqué. En tout cas, voilà les mécanismes qu'il faut que vous compreniez. Toute la dette n'est pas mauvaise, mais il y a eu de très mauvaises utilisations de la dette, dues évidemment à des conditions d'endettement assez hors normes, qui vont donc revenir à la normale. Ça va causer évidemment des désagréments, mais de là faire une généralité et tout le marché va se péter la gueule, c'est très compliqué. Il y a plein de secteurs qui vont probablement produire de la croissance grâce à la dette qui a été fournie ces dernières années. Et c'est ça qu'il faudra être capable de trouver. Quels sont les secteurs qui vont aujourd'hui entrer en profitabilité après des années d'endettement pour produire les services ou les biens qui vont être commercialisés. Parce qu'il y aura de la croissance. Oui, oui et oui. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Ok ? Tout ne va pas aller à la poubelle. C'est juste qu'il va y avoir beaucoup de volatilité intrasectorielle et des rotations, etc. Et ça se traduira probablement par une vraie neutralisation des indices. Il faudra trouver ceux qui montent dans les cycles haussiers et être capable de s'en débarrasser et être capable de jeter à la poubelle des boîtes de merde pour ne pas les subir et les garder dans des cycles baissiers. Voilà ce qu'il faudra faire dans les prochaines années. C'est hyper important, mais il faut que vous compreniez que pourquoi je vous en parle ce matin, c'est parce que l'arrivée dans cette zone 2,50 pourrait catalyser des zones de stupidité dans les prochains mois. Donc je suis très curieux de voir comment ça va se traiter. J'ai la petite musique à l'arrière de ma tête qui me dit attention parce qu'on a vu beaucoup d'excès dernièrement, euro-dollar, pétrole, etc., qui me laisserait à penser qu'une petite crispation, le fait que des membres de la Fed communiquent de façon agressive et tout ça, pourrait faire monter les taux très loin des taux réels. Je vous rappelle encore une fois, les taux réels sont là. Donc là, le marché est en train de s'écarter par anticipation, etc. Et comme on est très émotif et stupide, il n'est pas impossible que les prix de marché le deviennent également. Maintenant, j'ai aussi une autre musique qui sonne dans ma tête, qui m'a toujours dit que les marchés obligataires sont ceux qui ne mentent le moins, parce que les encours dedans sont des montants astronomiques. C'est pas un marché de particulier. Donc, j'ai ces deux musiques qui se battent dans ma tête. Donc, clairement, je ne traite pas sur les marchés de taux actuellement, mais je les regarde attentivement parce que c'est là que se passe la bataille. Voilà pourquoi je voulais vous en parler ce matin, de la façon la plus large possible, pour que vous ayez enfin une vision correcte de ces taux et comprendre que donc il faut clairement les regarder. Ne cherchez pas à les trader, parce que comme je vous le dis, cette double schizophrénie que j'ai un peu dans ma tête de musique qui m'inviterait à être très prudent, tout comme d'une autre musique qui m'invite à penser qu'on s'écarte bien fortement des taux réels, actuellement, c'est-à-dire des réelles actions de la Fed, qui m'inquiètent un petit peu. Donc on va voir comment ça va réagir dans cette zone. Est-ce qu'il va falloir retourner effectivement à la réalité, c'est-à-dire se confronter avec les taux réels, repasser peut-être vers une zone des 1, 2, 1,5 ou 2%, ou est-ce qu'au contraire, justement, on est déjà en train de pricer l'avenir, c'est-à-dire qu'une fois arrivé à 2%, la Fed va devoir continuer si elle veut réellement casser l'inflation. Donc attention à tout ça. J'ai l'impression que les mécaniques sont encore une fois des mécaniques de volatilité. Et comme par hasard, elle est où la borne de volatilité ? Assez loin. Et elle se trouve au-dessus du sommet précédent dont on a parlé. Donc ce que je crains, c'est qu'en cas de conneries ambiantes, on puisse effectivement aller taper vers du 3,50. Les moyennes sont baissières, donc il ne faut pas vous mentir, ces zones-là rejetteront derrière. Mais on peut tout à fait envisager un excès, histoire de sortir de la trendline, marquer la fin de cette ère de dette cheap. Et là, par contre, ça voudra dire une seule chose pour ma part. Si on fait ça, c'est que dans les 5 ans, on se mange une crise de dette. Voilà. Ça voudra dire une seule chose, c'est que les encours de dette qu'on a aujourd'hui ont des effets systémiques si on remonte les taux trop vite. Donc les anticipations de marché ici m'intéressent vraiment beaucoup, mais je serais bien malin de me positionner ici. Donc je n'anticipe pas un excès, je le crains. Voilà ce que je voulais vous traduire. Donc regardez clairement ces marchés de taux dans les prochains jours, plutôt que de regarder les conneries de discours autour de ce que la Fed pourrait faire, pas faire, etc. Regardez ces marchés de taux. Vous connaissez la zone spéculative, elle est clairement ici. Si on a une forme de retour à la normale, un retour à la réalité, c'est que ces marchés gardent une forme de logique et que malgré les excès qu'on a vus sur d'autres marchés très spéculatifs et émotionnels, malgré tout, la dette restera dans ce cas-là un marché beaucoup plus professionnalisé, professionnalisant et moins stupidement manipulé par la volatilité comme on a pu le voir. Mais je crains malgré tout quand même cette volatilité. Raison pour laquelle, pas de positionnement pour ma part sur les marchés obligataires, beaucoup trop coupe-gorge comme truc.
Mais regardez ça, c'est absolument essentiel. Donc vous vous rappelez de ce pilier des choses que je regarde sur plus court terme et les différentiels qui pourraient se mettre en place entre Gold, Apple et Ethereum pour des représentants dans chacun de ces 3 secteurs. Mais je vais rajouter les taux. Par contre, les taux, clairement, je ne les regarde que sur des clôtures hebdomadaires et mensuelles. C'est plus de dire, on va rajouter ça maintenant dans les briefs hebdo, dans la liste des choses à surveiller. Voilà, donc regardez un peu tout ça, vous ne laissez pas péter les neurones par ces histoires de dettes, etc., et de taux et de conneries, voilà. Donc oubliez le blabla, si vous voulez regarder ce qui se passe sur les taux, c'est sur le 10 ans, et les time frames en cours, c'est vraiment de l'hebdomadaire, donc si vous regardez ça en daily, ça sert stricto à rien. Vous connaissez toutes les zones spéculatives, vous savez qu'on arrive donc sous la grosse trendline, qu'en toute logique ça devrait réagir ici, mais que la logique c'est pas vraiment la terminologie des marchés en ce moment, et quand on voit le momentum de court terme, c'est vrai que je me dis qu'il y a quand même des chances qu'on ait des excès là aussi. Voilà, allez, on parlera de tout ça donc une fois que les réactions de marché ici se seront mises en place, donc excès, pas excès, en attendant, c'est spéculatif, je ne vois pas de gestion du risque pour tenter quoi que ce soit sur cette zone, donc j'observe, mais comprendre que ces observations sont capitales. Donc, à défaut de parler d'un blabla interminable de qui pourrait faire quoi, regardez vraiment ce qui se passe sur les taux. Allez, bonne journée à tous.